بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames et messieurs les membres du jury, en formateur, en famille et nos honorables assistants, je vous dis à tous bonjour. Nous sommes là dans le cadre de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'État en chimie industrielle. On a comme thème études sur l'encapsulation des substances d'intérêt en cosmétique. Je vais commencer par une citation du professeur Thomas Chang. C'est l'un des pères de l'encapsulation. Il dit: It seems very likely that a number of applications, both in vitro and in vivo, will be found for these small objects. An obvious but not an immediate possibility is a therapeutic replacement of an enzyme lost in genetic accident. On voit que M. Chang dit en 1964, où il prédit que cette technique va avoir beaucoup d'applications dans plusieurs domaines, in vitro ou in vivo. La technologie de l'encapsulation est l'une des méthodes les plus importantes et les plus utilisées dans plusieurs domaines. Parmi eux, on trouve le domaine de la cosmétologie, mais il y a une question qui se pose de nos jours dans les grandes industries mondiales, et ça sera notre problématique, c'est: est-ce que l'encapsulation peut vraiment apporter un plus dans le domaine de la cosmétologie? Dans cette étude, nous essaierons de répondre à cette question. Le plan de cette présentation, c'est l'encapsulation, principe et application. Deuxièmement, les procédés d'encapsulation. Et finalement, la partie expérimentale. L'encapsulation est un procédé par lequel on enferme un produit solide, liquide ou même pâteux dans des particules. Leur taille varie du nanomètre vers le millimètre. L'historique: cette technologie est née de recherche dans le domaine de l'imprimerie dans les années 60, et l'une des premières applications était la création d'un papier autocopiant. Depuis, plusieurs domaines ont montré un grand intérêt à cette technique. Parmi eux, on trouve le domaine de la médecine, pharmacie, agronomie, agroalimentaire et le domaine de la chimie. Le rôle de l'encapsulation: alors, on encapsule une substance ou un principe actif pour l'une des 5 propriétés suivantes: améliorer l'aspect visuel du produit fini, une protection de l'ingrédient encapsulé, une amélioration de sa biodisponibilité, un pouvoir de pénétration accru et une amélioration de sa substantivité vis-à-vis de la vie. Les avantages de l'encapsulation: alors, on a plusieurs avantages, je vais citer les plus importants. On a une haute teneur en principe actif, ça peut arriver jusqu'à 75% ou même plus. Point de fusion entre 28 et 70 degrés Celsius. Protection maximale du principe actif vis-à-vis de l'oxydation, hygroscopie, interaction entre les composants, etc. La libération prolongée ou contrôlée: on peut soit contrôler la libération du principe actif, soit la prolonger à l'aide de cette technique. On a une augmentation de la stabilité, car on sait que plusieurs produits sont instables. On doit les stabiliser dans ces particules. Possibilité de la transformation des liquides en solides. Facilité et commodité d'utilisation et granulométrie qui varie du nanomètre au millimètre. Type des particules: on peut classer les particules selon leur taille. On a les nano, milli et microparticules. Et une autre classification plus importante, c'est la classification selon la structure. On a 2 types de particules, une capsule ou une sphère. Cette figure va illustrer mieux la différence entre ces 2 types. On a la capsule en haut, c'est un système réservoir. On a le polymère qui constitue la capsule, et dedans de ce polymère, on a le principe actif. Le deuxième type, c'est la sphère, c'est un système artificiel. On a le principe actif dispersé dans le polymère, et le tout constitue la sphère. Les domaines d'utilisation: on trouve beaucoup de domaines qui utilisent cette technique, et on voit que le domaine de la pharmacie et la chimie, ce sont eux qui utilisent cette technique le plus. Les matières premières: alors on va parler de 3 types principaux des matières premières. On a l'argent rebond, et ce sont des polymères. On a 3 familles principales de polymères. On a les polymères naturels d'origine animale ou végétale. Ce sont comme la gélatine, l'argile de sodium, la chitosane et ainsi de suite. Les polymères semi-synthétiques, et ce sont généralement des dérivés cellulosiques, et les polymères synthétiques. Le principe actif: on a une gamme très étendue de principes actifs à usage cosmétique. Nous avons choisi soit un colorant alimentaire, soit la vitamine E avec ses propriétés anti-inflammatoires et antiradicalaires, ou
ou surtout la vitamine C avec ses propriétés antiradicalaires, antioxydantes et anti-vieillissantes. On avait besoin quelquefois d'utiliser un agent précipitant ou un agent séquestrant dans quelques procédés comme le procédé de gélification des gouttes. Dans cette étude, nous avons utilisé les polymères de la première classe, les polymères naturels, et cela pour éviter toutes sortes d'allergies avec la peau ou d'effets secondaires. Ce tableau résume quelques polymères et les procédés utilisés et leurs applications. La suite de ce tableau est dans la page 15. On arrive maintenant au procédé d'encapsulation. Alors, selon les critères de Richard et Benoît, on a quatre classifications. La première, c'est selon l'emploi ou non de solvant organique. La deuxième, c'est la nature du milieu dispersant, soit liquide ou gazeux. La famille à laquelle appartient le composé employé pour la capsule, polymères préformés, des liquides ou encore des monomères. La dernière classification, c'est celle la plus connue dans cette technique et c'est celle qu'on a choisie. C'est le principe de l'encapsulation. Du principe de l'encapsulation, on distingue procédés physico-chimiques, procédés chimiques et procédés mécaniques. Cette figure résume mieux ces procédés, ces trois principales familles. On a des procédés physico-chimiques, la conservation simple et complexe, évaporation, extraction de solvants, gélification thermique. Les procédés chimiques, on a la polycondensation interfaciale et la polymérisation. Et les procédés mécaniques, on a la congélation et la gélification de gouttes, lit d'air fluidisé, nébulisation et extrusion, fluide supercritique. La partie expérimentale. Alors, on a décidé de diviser notre partie expérimentale en trois étapes principales. La première consiste à fabriquer des capsules selon plusieurs procédés et avec plusieurs produits. La deuxième s'intéresse à inclure le principe actif à usage cosmétique dans ces capsules. Et la troisième étape, c'est l'étape des analyses. Puisque la première étape et la deuxième sont très liées, alors on les a regroupées. Nous avons fait 54 essais divisés par 9 procédés. À vrai dire, c'était 65, mais on a décidé d'éliminer quelques-uns. Nous avons 4 procédés qui ont réussi. Je vais présenter un ou deux essais de chacun. Le procédé de gélification des gouttes. Ce procédé, on prépare une solution d'arginate de sodium. Et après, à l'aide d'une seringue, on la verse goutte à goutte dans un agent précipitant qui est le chlorure de calcium. Après la réaction d'arginate avec le chlorure de calcium, on obtiendra des particules, des milli ou micro-nanoparticules. On a le choix de mettre le principe actif soit dans le polymère, et comme ça on aura comme résultat des sphères, ou soit dans l'agent séquestrant, et on aura comme résultat des capsules. Nous avons fait 11 essais dans ce procédé, dont 10 ont réussi. Les diamètres variaient entre 100 micromètres et 3 mm, et cela selon l'utilisation de la seringue. On a utilisé une seringue normale ou une micro-seringue. Je vais dire que dans les grandes industries, on utilise des appareils plus sophistiqués pour mieux maîtriser le diamètre. Le nombre des particules, entre 150 et 200 particules, on a comme résultat 3 types de particules, soit une particule vide, soit une particule qui inclut un colorant alimentaire, soit qui inclut la vitamine C. Et je vais dire que l'un des inconvénients de cette méthode est qu'elle encapsule soit des substances, soit solides, soit liquides, mais hydrophiles. Par exemple, un liquide lipophile, on ne peut pas l'encapsuler par ce procédé. Les résultats étaient satisfaisants et réussis. Cela en les comparant avec les sources bibliographiques 10 et 25. On voit dans cette figure les mini-capsules incluant un colorant alimentaire. Dans cette photo, c'est la même chose. Ici, ce sont des mini-capsules incluant la vitamine C. Ce sont des photos des mini-capsules. Et ici, on a une comparaison entre une photo à gauche qui est prise d'une thèse de doctorat et nos